Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Afrique Orient. On entame notre magazine avec la pauvreté dans les territoires palestiniens. On ne le dit pas assez, mais la colonisation empêche toute possibilité de prospérité économique pour les Palestiniens avec un blocus illégal imposé par Israël depuis 2006. Ce sont sans doute les Gazaouis qui en sont le plus impactés. Accompagnés de leurs enfants, les Palestiniens sont sortis revendiquer leurs droits et de meilleures conditions de vie. Chaque seconde ou presque, un Palestinien se retrouve au chômage et près de 2/3 de la population est sans emploi. L'évolution du marché du travail est le reflet de la détérioration de la situation en Palestine sur tous les plans, essentiellement économiques, des contraintes imposées par l'occupant israélien. Les Palestiniens souffrent de la pauvreté et du chômage, des conditions de vie précaires qui ne cessent de s'accentuer, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre santé, sur l'éducation de nos enfants, mais aussi sur la vie sociale du peuple palestinien. Près de la moitié de la population palestinienne vit en dessous du seuil de la pauvreté, une répercussion directe du blocus israélien sur la bande de Gaza. Certains artisans peinent à exercer leur activité. La situation en Palestine est désastreuse. Nous n'avons aucune source de revenus. Les jeunes ne peuvent même pas se marier ou même répondre aux besoins de leur famille. Nous sommes pénalisés par les coupures d'électricité, par la cherté du loyer. Nous n'avons même pas de sécurité sociale. Il nous arrive de ne pas travailler pendant une longue période. Le marché du travail palestinien se détériore de plus en plus à cause du blocus de l'armée israélienne, ce qui préoccupe tous les Palestiniens et conduit les jeunes au désespoir depuis plus de 13 ans. Via différents programmes d'entrepreneuriat féminin, les Nations Unies tentent d'encourager les femmes africaines à investir le domaine économique. C'est le cas dans le secteur du textile après les Éthiopiens. Cette fois, des designers maliens se réapproprient peu à peu la mode et les tendances vestimentaires fortement imposées par l'Occident. L'État malien a d'ailleurs opté pour des mesures incitatives en vue de faire émerger l'industrie du textile dans le pays. Elle est créatrice de mode et surtout pionnière de la marque Iqaluq. À 34 ans, Terra a l'ambition artistique de ramener l'ancien Mali dans le monde des vêtements intelligents de tous les jours. Ces vêtements, elle préfère les vendre dans sa boutique du quartier d'Al Salem à Bamako, plutôt qu'en ligne, pour être en contact avec ses clients. Ces derniers lui réclament de voir, ressentir et essayer ses créations. Sa clientèle, jeune, forte et professionnelle, et revendique surtout d'être africaine. L'une d'entre elles n'hésite pas à faire la navette entre New York et Bamako et aime montrer les vêtements Iqaluq à l'étranger pour leur côté moderne et pratique, et surtout malien. Les matières utilisées, je trouve que c'est gai et je trouve que ça correspond vraiment à mon style de femme. De femmes actives, c'est très pratique de porter Iqaluq. Et quand je porte Iqaluq en dehors du Mali, je sens que je représente réellement le Mali. Terra a lancé sa nouvelle collection lors d'un défilé de mode à Bamako fin 2019, qu'elle a baptisé Bara, qui signifie travail en bambara. Femme moderne malienne, elle est comme moi, elle est comme toutes mes clientes. En matière d'habillement, elle a envie de porter des vêtements qui ont une histoire, une authenticité, des vêtements qui racontent à peu près, on va dire, leur personnalité sans qu'elles aient trop à parler. Elles ont envie de montrer, de par leur habillement, cette fierté de soi, de porter des créateurs africains. Terra souhaite inspirer des blogueurs et professionnels qui rejettent les vêtements occidentaux produits en masse en Afrique. Depuis quelque temps, un certain nombre de designers se sont lancés dans la compétition. Reconnu pour sa qualité, car récolté à la main, le coton africain représente 10% de la production mondiale. Le Mali est le principal producteur en Afrique subsaharienne. Terra confectionne ses vêtements avec des matériaux tissés au centre de Bamako, financés par l'État pour le développement du textile et de l'artisanat. Elle utilise également Bogolan, qui signifie la terre, et pagne tissé, un pagne souvent plein de couleurs qui constitue la base de la plupart de ses vêtements. Non, c'est pas grave, du tout. Ce qui me motive dans ce domaine-là, dans ce secteur, c'est vraiment la création d'emplois. C'est la création d'emplois, c'est la mise en valeur de la main-d'œuvre d'ici, de pouvoir faire en sorte que des choses qui sont créées ici
qui sont utilisés en grande quantité dans les modèles que je crée. Un jour expatrié quelque part, j'ai vu une dame qui avait porté l'un de nos modèles. Vraiment, j'étais content parce que je vois que c'est quelque chose que nous-mêmes on fournit chez nous. Et là où moi je suis parti, c'était loin d'ici. Et je vois ça, j'ai dit non, vraiment, ça c'est super. Là, ça prouve qu'on fait du bon boulot. Jusque-là, Ikalouk a reçu des commandes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France et des États-Unis. Et l'industrie de la bande dessinée projetée en box-office, là aussi les Africains commencent à s'y intéresser. Nous allons à présent au Nigeria, berceau de la bande dessinée africaine avec des super-héros noirs, des personnages de fiction tout droit sortis des mythes et légendes africaines. Ils sont nés en Afrique et se battent pour le continent. Les nouveaux super-héros africains sont sortis de l'imagination de jeunes créateurs nigérians ou sud-africains qui se réapproprient les codes de ce genre sur un marché largement dominé par les géants américains Marvel ou encore DC Comics et leur cortège de héros blancs. Vous n'êtes sans doute pas capable de me citer le nom de 5 super-héros africains, et même si j'adore Black Panther, super-héros de la célèbre maison d'édition de bande dessinée américaine Marvel, il vient d'un pays africain imaginaire. Si on avait sorti un super-héros nigérian il y a 10 ans, je pense que personne n'y aurait prêté attention. Mais maintenant, c'est une industrie qui a du succès, parce que les gens recherchent la diversité. Dans l'esprit des gens, des personnages de bande dessinée africaines devraient porter des vêtements traditionnels. Ce n'est pas mon avis. Ils peuvent avoir des noms nigérians et sauver des gens au Nigeria, et on peut les laisser porter des spandex. Le Nigeria projette de devenir le berceau des bandes dessinées, des super-héros 100% africains qui instruisent des jeunes lecteurs. C'est l'idée choisie par la start-up nigérienne Comic Republic. À Lagos, dans son studio, Jid Martins veut faire revivre sur fond d'humour les mythes et les histoires du continent à travers ses bandes dessinées. À 37 ans, crayon à la main et arborant une mine grave, ce Nigérian s'est engagé dans la revalorisation des traditions propres à l'Afrique avec ses héros. Son objectif est d'inscrire ces personnages de fiction dans le quotidien des Nigérians. Maintenant, les Nigérians acceptent de plus en plus les personnages de bande dessinée. Vous savez, les meilleurs box-office dans nos salles de cinéma sont des héros de bande dessinée. Les Nigérians regardent de plus en plus des programmes de télévision avec des personnages de BD auxquels ils peuvent s'identifier. La start-up Comic Republic a créé plusieurs super-héros africains, un peu sur le modèle des Avengers de Marvel. Sauf que ces personnages sont très ancrés dans la culture et la mythologie locale. L'idée de son créateur, Jid Martins, c'est que l'on n'a pas besoin d'être blanc pour sauver le monde. Lui et son équipe ont donc créé Héros, professeur le jour à l'université de Lagos, qui devient la nuit tombée une réplique du dieu de la peur, Yoruba, ou encore Ireti, une féroce guerrière protectrice du royaume Yoruba et assoiffée de nouvelles conquêtes. À l'université, j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si Superman venait au Nigeria. Les gens essaient de sortir de la norme et de trouver de nouvelles aspirations. On n'a pas besoin d'être blanc pour sauver le monde. La jeune équipe de Martin, avec une moyenne d'âge de 30 ans, a lancé en 2013 sa toute première bande dessinée, Guardian Prime, un héros en combinaison vert et blanc, rappelant l'emblème du Nigeria. Avec au départ une centaine de lecteurs, Comic Republic compte plus de 20 000 abonnés sur les différentes versions numériques. Grâce à la publicité, les auteurs de ces bandes dessinées arrivent à engranger quelques fonds. À l'avenir, ils espèrent se faire davantage de profit en adaptant sur grand écran l'histoire africaine de ces super-héros avec l'objectif d'expatrier dans toute l'Afrique leur ingéniosité.
Un nouvel épisode de sécheresse dans plusieurs pays du continent africain. Premier signe du changement climatique global. Elle menace plus que jamais les ressources floristiques et faunistiques en Afrique. Plusieurs pays qui comptent sur les revenus du tourisme sauvage doivent revoir leurs ambitions à la baisse avec de moins en moins de touristes qui viennent visiter les réserves animalières. La sécheresse menace désormais de manière importante l'industrie de la faune sauvage en Afrique du Sud. Les éleveurs s'occupant de moins d'animaux et les touristes de moins en moins nombreux dans les lodges. Certaines parties du pays ont été touchées par des années consécutives de temps anormalement chaud et de précipitations inférieures à la moyenne qui ont brûlé les pâturages et asséché les points d'eau depuis 2015, année la plus sèche jamais enregistrée. Pour Burger Schumann, directeur du lodge, ferme de gibier de Northern Cape, la végétation flétrie et le sol desséché sont une grave préoccupation pour le secteur. Nous avons eu très peu de précipitations au cours des 6 ou 7 dernières années. Et depuis 5 ans, nous avons connu nos précipitations annuelles qu'une seule fois. En moyenne, nous recevons environ 250 millilitres par an. Et c'est la quantité totale que nous avons reçue au cours des 5 dernières années. L'organisme industriel Wildlife Ranch in South Africa estime que la province du Cap-Nord a perdu plus des 2/3 de son gibier au cours des 3 dernières années. Elle mène une enquête à l'échelle du pays pour déterminer l'ampleur des pertes d'animaux et l'impact financier sur plus de 9000 ranchs d'animaux sauvages du pays. Selon un groupe d'experts international, les températures en Afrique australe augmentent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale et dans une grande partie de l'Afrique du Sud, le niveau d'eau dans les réservoirs diminue. Je pense que cela fait partie du cycle. Si vous remontez dans le temps, il y a eu les années de sécheresse. C'est le pire que nous ayons connu. Mais je pense toujours que cela fait partie du cycle, mais aussi du changement climatique. Nous pouvons le voir dans l'évolution des températures et aussi dans le changement du climat dans notre région. Le Turu Lodge, que gère Schumann, qui abritait autrefois près de 4500 animaux sauvages, dont 35 espèces différentes, de l'antilope au rhinocéros, a perdu environ 1000 animaux à cause de la sécheresse. Les carcasses s'entassent dans les mines abandonnées en bordure de la propriété. Le lodge a vu ses coûts augmenter car il achète de la nourriture supplémentaire pour les animaux, mais les chasseurs paient moins cher et moins de touristes viennent car les animaux se trouvent en très mauvais état. La sécheresse a également frappé le reste de la région. Le Botswana, qui abrite près d'un tiers des éléphants de l'Afrique, ayant vu plus de 100 de ces créatures mourir en 2 mois l'année dernière. Le Bénin, en pleine festivité spirituelle, célèbre sa fête vaudou, la 27e de son histoire, un spectacle qui se déroule essentiellement dans les rues de la capitale et ailleurs et qui met en scène les divinités ancestrales du pays avec la dimension assumée de la renaissance de l'Afrique. Le 10 janvier 2020 marque le 27e anniversaire de la fête du vaudou au Bénin. Cette spiritualité bâtie sur l'harmonie des éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, et du culte des ancêtres, vit une période de retour en grâce dans ce pays de 11 millions d'âmes situé entre le Togo et le Nigeria. La célébration de ce culte ancestral est devenue ces dernières années un rendez-vous incontournable pour l'agenda touristique du pays, à tel point qu'il est férié depuis 1998. Ces places vaudounes constituent l'identité de notre ville. Elles tissent le lien social, sont le lieu de grandes cérémonies. Il fallait préserver ce patrimoine matériel et immatériel. Si elles disparaissaient, c'est une partie de notre histoire qui disparaît. Pour la 27e année consécutive, le Bénin a donc célébré la fête du vaudou. Legba le messager, Koku le guerrier, Ogun dieu du fer, Mamiwata l'illustre déesse des eaux, ou encore Zangbeto gardien de la nuit, entre autres sont les divinités ancestrales qui sont honorées durant toute une semaine. Ces figures tutélaires sont inhérentes à la vie des Béninois et des afrodescendants qui pratiquent cette spiritualité.
C'est une minorité qui s'occupe de l'entretien des places. Et souvent, ce sont les anciens. La fête du vaudou a été instituée par Nicéphore Dieudonné Soglo, président de la République du Bénin entre 1991 et 1996. Au-delà de l'aspect communautaire et festif, Soglo avait dès l'époque compris l'enjeu crucial que représentait un tel événement pour la renaissance africaine. Selon l'ancien président, la quête d'identité de l'homme noir procède d'une exigence de devoir de mémoire. En cela, cette dernière est toujours d'actualité, car aucun homme ne peut avoir confiance en lui-même ni se considérer comme acteur de son histoire et du développement de son pays s'il ne se reconnaît pas dans sa culture, s'il n'est pas fier de son identité. Le vaudou originaire du royaume de Dahomey n'est pas précisément né à Ouida. Pourtant, c'est de là que ce culte de l'invisible et des esprits de la nature s'est exposé en Louisiane, au Brésil et en Haïti également. Et pour finir, notre focus de la semaine, dernière étape de notre périple en Éthiopie, Mohamed Yahyaoui nous emmène encore plus loin au cœur du berceau de l'humanité. Regardez. Rattache au début de l'humanité. C'est ici que la plaque terrestre s'est déchirée il y a 20 millions d'années, séparant l'Afrique de l'Asie. Celui-ci était le gardien de la terre promise des Rastafari venus de Jamaïque. L'emblématique chanteur et guitariste reggae Bob Marley était le porte-drapeau du mouvement Rasta. Attiré par un voyage plein d'histoires et de légendes, je pars à la découverte de lieux insolites. Dans l'avion, un avant-goût de l'hospitalité éthiopienne. Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique. Elle existe depuis 1946 et ne cesse de se moderniser. Enfin Aksum, l'ancienne capitale de l'Empire éthiopien. Vers le début de notre ère, Ménélik en fit un puissant royaume qui fut le premier État africain à frapper sa propre monnaie.
Les grands obélisques y figurent parmi les plus grands monolithes jamais façonnés par l'homme. Le plus grand d'entre eux mesure environ 35 mètres de haut. Ils sont classés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Que marque, selon les archéologues, l'emplacement des tombeaux des souverains de ce royaume antique. C'était un important centre commercial qui exportait l'ivoire dans tout le monde antique. Le commerce maritime le reliait à l'Empire romain et à l'Inde. La population est atypique. C'est le résultat d'un brassage des peuples du Yémen et de la péninsule arabique venus se mêler à celle des hauts plateaux éthiopiens. C'est la fin de votre magazine Afrique-Orient. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.